Bonjour à toutes et à tous. On est super content d'être là avec Hubert. On est avec vous pour 45 minutes et on voudrait vous parler d'intelligence artificielle au service de l'immobilier avec cette question simple, où en sommes-nous ? On va peut-être commencer par le début en se présentant. Donc si ça te va Hubert, je commence et je te donne la main juste après. Donc je m'appelle Dimitri Krimp et je travaille chez Axeléo Capital, qui est un fonds de VC, un fonds de venture capital. Et moi je travaille au sein de l'équipe PropTech. Donc on investit en early stage sur les segments de l'immobilier et de la construction partout en Europe. Et avant ça, avant de rejoindre Axeléo Capital, j'ai eu une autre expérience qui, je pense, sera intéressante. Un peu comme toi, d'ailleurs, tu étais un modèle d'inspiration dans cette expérience-là. J'ai effectué une mission de conseil sur la thématique de la Smart City pour le groupe Bouygues et le cabinet de conseil Wavestone. Donc, on est allé avec un ami sur le terrain de 7 villes intelligentes pour comprendre comment est-ce que véritablement les acteurs de l'immobilier et les villes peuvent intégrer, peuvent plus ou moins s'approprier facilement, difficilement la technologie sur le terrain. Voilà, Hubert, je te laisse te présenter. Merci Dimitri, bonjour à toutes et tous. Alors pour essayer de me présenter rapidement, moi aussi tout est parti d'un tour du monde de la Smart City que j'ai fait il y a un peu plus de 2 ans, donc à l'époque on pouvait encore voyager dans le monde facilement et librement on va dire. Et en fait le but de ce tour du monde était de comprendre comment l'IA va transformer nos villes. Et pendant ce tour du monde je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas avec la Smart City, avec la manière dont on fait de la technologie urbaine. Et donc c'est armé de cette conviction qu'en rentrant de mon tour du monde, j'ai fondé un think tank qui s'appelle Urban AI. Et en fait Urban AI, on fédère une communauté pluridisciplinaire et internationale pour réaliser des travaux de recherche autour des sujets de l'IA urbaine. Et puis à côté de ça, je suis aussi étudiant à Polytechnique en économie urbaine et politique climatique. Donc voilà, je suis revenu sur les bancs de l'école il y a peu. C'est trop cool en tout cas de faire cet exercice avec toi Hubert. Juste en guise d'introduction sur le sujet, donc l'IA au service de l'immobilier, pourquoi est-ce qu'on a choisi de poser cette question comme ça ? Où en sommes-nous ? On part d'un constat en fait, c'est que pour nous il y a une véritable opportunité pour l'intelligence artificielle dans le monde de l'immobilier. Pourquoi ? 2 facteurs majeurs, 2 constats qu'on dresse. Un, c'est la montée en puissance de la PropTech. La PropTech a passé la barre l'année dernière des 50 milliards de dollars de financement reçus par des VC à travers le monde. Donc elle a un peu de retard sur d'autres secteurs stratégiques comme les transports, comme le travel, comme la logistique. Mais on voit que le secteur de l'immobilier est de plus en plus réceptif à l'arrivée de ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est plus théorique, mais fondamentalement, un actif immobilier, un bâtiment, c'est potentiellement un nid à données énorme. Quand on regarde les plans d'urbanisme, les permis de construire, les normes techniques et financières sur le bâtiment, les plans d'architectes, les profils des locataires, la labellisation énergétique du bâtiment, tout ça, c'est autant de data points, autant de données qui peuvent potentiellement venir entraîner des IA pour en retour optimiser la chaîne de valeur immobilière et améliorer le quotidien des professionnels de l'immobilier. Donc, trêve de bavardage, on va commencer directement dans le vif du sujet avec une question simple pour toi Hubert, mais la réponse n'est peut-être pas autant. Comment est-ce que tu définis l'intelligence artificielle urbaine ? Alors en effet, c'est une question qui est à la fois simple et assez complexe à répondre. Déjà peut-être un peu en forme de préambule, ce dont on se rend compte, c'est que l'intelligence artificielle a d'abord été principalement dans le monde du digital, et là progressivement c'est en train d'envahir l'urbain et le monde physique. Et c'est pour ça que nous, chez Urban AI, on aime à parler d'IA urbaine, vraiment pour caractériser cette transformation qui arrive. Et si vous voulez, il y a 3 facteurs technologiques, 3 conditions qui ont rendu possible l'émergence de cette technologie. La première, c'est l'ultra-connectivité. Alors si on se place à l'échelle d'une ville, c'est dans les années 2000 où on a commencé à avoir ce qu'on a appelé des droits à la connexion. C'est-à-dire que des villes comme Cisco ont voulu connecter les villes, ont voulu créer des infrastructures pour rendre possible cette connectivité avec évidemment derrière des intérêts économiques très forts. Et à l'échelle d'un bâtiment, c'est aussi ce qu'on voit avec le BIM évidemment. Mais en tout cas, la chose déjà qu'il faut retenir, c'est cette connectivité croissante des actifs et de la ville. Le deuxième facteur technologique qui rend possible l'émergence d'une intelligence artificielle urbaine en l'occurrence, c'est l'ubiquité des capteurs. Et là, si vous voulez, quand on parle d'ubiquité des capteurs, il y a 2 facteurs qu'il faut garder en tête, un facteur qui est quantitatif et un facteur qui est qualitatif. Le facteur finalement quantitatif, c'est qu'on a une baisse du prix moyen du capteur. Alors,
c'est du prix moyen, hein, c'est-à-dire que si vous allez prendre des LiDAR, évidemment là c'est beaucoup plus cher, mais globalement quand même c'est de moins en moins cher de faire des capteurs. Et d'ailleurs je pense qu'ici il y a plein de startups qui font eux-mêmes leurs propres capteurs avec des enjeux de souveraineté derrière. Et la deuxième chose, c'est qu'un facteur qui est plus qualitatif, c'est-à-dire qu'on est capable de capter différentes données, de nouvelles données, parce que depuis une dizaine d'années, on produit de nouveaux capteurs. Et là, ce qu'on voit un peu sur les quatre petites photos, c'est alors évidemment des caméras de surveillance. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette caméra de surveillance, en y intégrant du computer vision, on peut récolter plein de nouvelles données de manière automatisée sur la biodiversité, sur les flux de piétons, etc. Donc un hardware initial en fait va pouvoir capter plein de nouvelles données. On voit également un capteur de pollution de l'air qui est assez classique. Et puis les deux autres capteurs que je vous ai mis, c'est assez intéressant, c'est un beacon, qui sont en fait des capteurs d'analyse comportementale. Hein. On va pouvoir triangulariser votre position et donc faire des analyses de flux, ce qui est extrêmement intéressant pour l'immobilier commercial. Et votre smartphone, qui est en fait de loin le meilleur capteur qu'on ait inventé. Hein. C'est-à-dire qu'avec votre smartphone, juste une donnée de géolocalisation, on peut savoir votre catégorie socio-économique, on peut savoir si vous êtes malade, on peut même savoir vos préférences sexuelles. C'est assez intense tout ce qu'on est capable de dire. Donc voilà, deuxième facteur deuxième condition technologique, c'est l'ubiquité des capteurs. Et enfin, on termine avec l'émergence du machine learning. Alors, pourquoi cette slide Winter is coming? En fait, l'intelligence artificielle, d'un point de vue technologique, c'est pas nouveau. Ça remonte même à Leibniz, mais si on reste un peu dans quelque chose de moderne, ça remonte à Alan Turing. Et si vous voulez, après qu'Alan Turing ait, avec le Enigma, inventé l'IA moderne, il y a eu un vrai engouement autour de cette technologie, particulièrement aux États-Unis, avec notamment la CIA et des acteurs privés qui ont fait des investissements massifs sur cette technologie, sauf que cette technologie, à ce moment-là, n'était pas à la hauteur des espérances. Et donc, on a eu un désintérêt massif, un désinvestissement autour de cette technologie, et c'est ce qu'on a appelé l'hiver de l'intelligence artificielle, qui a duré jusqu'en 2011. Et à partir de 2011, vous avez, c'est sur la slide suivante, vous avez trois chercheurs qui sont vraiment les trois papes de l'IA, trois rockstars, dont deux francophones et un français, Yann Lequin, on peut quand même en être fier, Joshua Bengio également, qui est montréalais, et Geoffrey Hinton, qui est canadien. Et ces trois personnalités ont inventé une nouvelle manière de faire de l'intelligence artificielle. Ils ont dit, plutôt que d'essayer de coder une IA de A à Z, est-ce qu'on n'essaierait pas de l'inciter à apprendre par elle-même? C'est ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire qu'on a des dots, si vous voulez, on a des connexions neuronales qui vont s'auto-configurer par elles-mêmes en fonction de ce qu'on leur demande de faire. Et ça fonctionne super bien. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en donnant les bonnes données, on peut reconnaître des images, on peut reconnaître des sons, on peut catégoriser des données. Enfin bref, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, même s'il y a quand même beaucoup de problèmes éthiques et on en parlera. Mais du coup, voilà, ce qu'on doit garder en tête quand on parle d'IA urbaine, c'est ces trois conditions technologiques que sont la connectivité, l'ultra-connectivité, l'ubiquité des capteurs et l'émergence d'une nouvelle manière de faire l'IA qui est le machine learning. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation historique. C'est intéressant de se rappeler à quel point en fait l'IA est une technologie ancienne, enfin pas si récente en tout cas. Donc maintenant qu'on s'est interrogé sur la définition de l'intelligence artificielle et de son application à l'urbain, il convient de se demander, quand on regarde la chaîne de valeur de l'immobilier, où est-ce que ces technologies de l'intelligence artificielle peuvent se greffer, où est-ce qu'elles peuvent trouver des terreaux fertiles. Donc nous, chez Axeléo, on source plein de startups de l'immobilier et on a du coup notre classification en 5 catégories pour essayer de brosser un peu cette chaîne de valeur immobilière en 5 étapes. Donc c'est celle que vous avez à l'image ici. Donc on a la phase de financement d'un projet immobilier, la phase de la transaction immobilière ensuite, la phase de construction et design, la phase de property management, donc c'est la 4e manage and operate, une fois que l'actif immobilier a été construit, comment est-ce qu'on l'entretient dans le temps. Et puis la dernière phase, c'est celle des usages. Quand on a un asset qui fonctionne, qui perdure dans le temps, en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on y vit? Comment est-ce qu'on y travaille? Donc la question, c'est où mettre de l'IA là-dedans? La réponse, c'est évidemment partout, potentiellement. En préparant cet échange avec Hubert, on est tombé d'accord pour dire qu'en termes de maturité des technologies, en termes de richesse des business models et de la proposition de valeur, il y avait véritablement 2 de ces 5 catégories où on observait énormément d'offres en termes d'intelligence artificielle. C'est la catégorie design, donc la construction des actifs, et puis la catégorie manage and operate, donc property management, comment est-ce qu'on suit l'actif dans le temps.
Et la réponse à cette interrogation de pourquoi est-ce que c'est spécifiquement sur ces deux catégories, je pense qu'elle est simple. C'est sur ces deux catégories-là qu'on dégage aujourd'hui le plus de données. Sur la phase de construction, il y a tous les plans, évidemment. Et sur la phase de property management, grâce aux capteurs aujourd'hui dont tu parlais, on est capable de dégager beaucoup plus de données sur l'état du bâtiment. Donc on va passer dès à présent sur la première partie avec notre premier focus sur justement cette phase de design du bâtiment, design de l'actif. Donc Hubert, je te laisse décrire ce que c'est que le generative design. Ouais, alors il y a un usage de l'intelligence artificielle qui est extrêmement intéressant dans le domaine de la PropTech et qui l'est d'autant plus qui touche à l'un des bastions, j'ai envie de dire, de la créativité humaine quand même, qui est la création de formes architecturales. Et en fait, c'est ce que tu disais, Dimitri, c'est-à-dire qu'on a réussi à entraîner des IA qui vont être capables de produire des formes architecturales performantes. Alors, comment est-ce qu'on a réussi ? Comment est-ce que ces experts scientifiques ont réussi à le faire ? En fait, ils ont nourri leur algorithme de machine learning dont je vous parlais avec des centaines et des milliers de plans. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport justement pour les capacités et les propriétés dont je vous parlais tout à l'heure, quand on va nourrir une IA avec de la donnée, au bout d'un moment, cette IA va elle-même être capable de faire ressortir des patterns, des modèles. Et donc, quand vous allez lui donner par exemple un plan, au début, l'IA va simplement être capable de comprendre en tout cas d'identifier ce qu'est une prise au sol. Et puis, uniquement avec cette prise au sol et quelques caractéristiques que vous allez lui donner, comme par exemple des fenêtres, elle va ensuite elle-même proposer et générer plusieurs formes architecturales. Et donc, au début, on a, si vous voulez, quand on entraîne son IA, juste une prise au sol et des fenêtres, donc ce qui est vraiment la base de votre plan. Et puis, progressivement, votre IA va être capable de produire différentes formes architecturales. C'est ce qu'on voit d'ailleurs juste après, sur la slide d'après. On voit que, voilà, à gauche, au début, en input, on va juste donner une prise au sol. Et puis, progressivement, l'intelligence artificielle en output va s'affiner, proposer des paramètres de plus en plus intéressants, vous donner par exemple la notion de cloison, de salon, de pièces différentes. Pourquoi c'est intéressant pour des cabinets d'architectes ? Pour des raisons d'abord économiques, parce que évidemment ça vous donne la possibilité de produire rapidement un nombre incalculable de formes architecturales. Pour des raisons commerciales, parce que vous êtes aussi en mesure de proposer à vos clients plus d'offres, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et aussi pour des raisons de créativité. C'est-à-dire que, mais je pense qu'on va en parler, mais il y a là vraiment un rôle d'architecte augmenté, puisque le but, c'est pas de remplacer l'architecte, mais d'avoir une forme de bonne entente entre l'algorithme de machine learning et l'architecte pour, in fine, aller vers une solution qui soit performante et idéalement aussi porteuse de sens. Alors là-dessus, on en a déjà parlé hier soir, mais sur cette notion d'architecte augmenté, c'est hyper intéressant parce que pour arriver un peu plus avec le point de vue business / investisseur que j'ai, nous on voit beaucoup de business models qui utilisent le generative design, beaucoup de startups qui viennent nous voir avec des propositions de valeur technologique comme celle-ci. Et en général, une startup qui va directement viser les architectes, dont le go-to-market, comme on dit, va être directement axé sur les architectes, eh bien nous, on trouve que c'est hyper challenging, hyper compliqué, parce que c'est difficile de leur vendre, c'est difficile de les faire utiliser une solution dans le long terme, et c'est difficile de transformer en fait totalement leur manière de travailler. Quand tu regardes les grands exemples de succès en termes de generative design, que ce soit par exemple Abix en France ou niveau encore au-dessus Spacemaker en Norvège, ils ont toujours eu des manières d'accéder à leur marché qui étaient assez originales, assez rusées on va dire, sans passer directement par les architectes. Typiquement un Spacemaker en Norvège, comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils auraient pu accéder directement aux architectes, mais ils ont choisi de passer en fait par les property developers, qui sont les clients de ces architectes. Donc le rationnel, c'est le property developer va être capable d'imposer l'utilisation de Spacemaker à son client, à son prestataire, à l'architecte. Pourquoi ? Parce que du coup l'architecte va être plus efficace, du coup il va passer moins de temps à travailler et du coup il va pouvoir facturer moins cher son travail au property developer. Donc là on a en fait une ruse, l'utilisateur final du produit reste le même, mais le go-to-market est assez différent. Et c'est un peu la même trajectoire qu'a suivi Abix en France. Donc on peut parler d'architecte augmenté d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue business, ça pose quand même des questions opérationnelles en day-to-day, quoi. Et en fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que ça montre tous les problèmes de l'acceptation sociale d'une technologie. C'est-à-dire que même si une technologie comme l'intelligence artificielle est sur le papier plus performante, on va quand même avoir
pour plein de raisons sociologiques, aussi pour des raisons on touche quand même à la créativité humaine, donc c'est-à-dire que l'architecte, forcément, ça lui plaît pas de lui dire on peut vous remplacer par des IA, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est pour ça que ce que dit bien Stanislas Chailloux, qui est un Français qui a fait sa thèse à Harvard sur cette question de générer des formes architecturales, c'est qu'en fait, il y a un travail itératif très puissant entre l'algorithme et l'architecte. Et c'est-à-dire que ce que vous permet l'algorithme, c'est d'ouvrir un champ des possibles. C'est absolument pas de vous remplacer. Et ensuite, vous allez pouvoir l'aiguiller, proposer de nouveaux paramètres. Là, on parle en fait d'architecture paramétrique. Et je trouve que c'est très représentatif d'ailleurs, même de manière plus globale, vers la société vers laquelle on peut aller, où il y a cette complémentarité très forte, plutôt que de dire qu'on va vouloir remplacer l'un par l'autre, ce qui n'a absolument aucun sens évidemment. De toute façon, comme avec toutes les technologies, il y a un temps d'évangélisation du marché et ça prend toujours du temps. Mais c'est en tout cas intéressant de noter ce point-là. Voilà pour cette première partie sur le generative design et la phase de design du coup d'un actif immobilier. Avant de passer à la deuxième du coup sur le property management, je voulais juste faire un petit laïus sur les différents niveaux de maturité technologique qu'on observe entre les différentes catégories dont je parlais juste avant, c'est les différents segments de marché qu'on a dans la sphère de la PropTech. Donc à l'image, vous voyez une infographie sur laquelle on a bossé avec Axéléo Capital récemment. Donc on a essayé d'étudier toutes les levées de fonds qu'il y avait eu dans l'immobilier et la construction en Europe sur le Q2, donc avril, mai, juin, et on a essayé de les dispatcher selon nos catégories et de voir en fait quels sont les sujets qui attisent les investissements, qui attisent la curiosité des investisseurs et qui parviennent à lever des fonds. Et en fait, sans surprise, les deux catégories qui ressortent, c'est justement celles qui sont les plus matures et les plus réceptives vis-à-vis de l'IA, donc la phase de design and build, et la phase de property management, manage and operate. Donc si vous voulez les chiffres, manage and operate, c'est 34% des levées. Et même en termes de sujet, le sujet qui cristallise le plus les investissements, c'est ce qu'on appelle nous les property management software. Donc tous les softs qui vont, grâce à la donnée, permettre d'avoir à l'asset manager d'avoir une meilleure vue sur son actif immobilier dans le temps afin à terme de mieux le valoriser et donc potentiellement de mieux le vendre. Donc tout ça pour expliquer que c'est finalement assez logique de voir ces deux catégories-là comme des terreaux assez fertiles pour l'intelligence artificielle avec plein de cas d'usage. Donc Hubert, je te laisse enchaîner sur les cas d'usage sur la phase maintenant de property management. Ouais, clairement property management, c'est probablement l'un des secteurs où l'IA urbaine est le plus mature. Alors un sujet très très classique, c'est la maintenance prévisionnelle. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Un fameux exemple, c'est WeMaintain qui cartonne. On va pouvoir utiliser de l'IA pour faire en sorte de détecter des pannes émergentes sur vos ascenseurs avant que ça arrive. Mais en fait, c'est quelque chose qui est même encore plus important que ça. Alors en gros, la maintenance prévisionnelle, comme son nom l'indique, l'idée c'est je vais aller sur mon asset ou sur des actifs environnants pour détecter une panne avant qu'elle arrive. Il y a des intérêts financiers évidents, économiques, etc. Il y a deux manières de faire. Soit j'utilise du machine learning, c'est-à-dire que je vais analyser des données existantes et donc mon IA va me dire étant donné les données que j'ai, il y a de fortes chances qu'il y ait un problème à cette date précise sur cet équipement précis. C'est ce qu'on voit sur l'exemple de gauche en fait avec le petit ordinateur. C'est une start-up montréalaise qui s'appelle CanForecast. Eux ils ont fait ça sur des canalisations d'eau. Et en fait, les canalisations d'eau, surtout dans les pays et les villes européennes, sont très vieillissantes. Et à chaque fois qu'on a des bris, c'est un désastre économique, un désastre sanitaire aussi. Et donc, ce qu'a fait CanForecast, c'est qu'il n'y a pas de hardware, juste un software qui va analyser des données historiques sur des canalisations d'eau et qui va être capable, avec un taux de précision de 90%, de vous dire, là, il y a de fortes chances qu'il y ait une bris dans 10 jours. Donc, envoyez votre équipe maintenant. Et ça, on peut le faire aussi à l'échelle d'un actif sur différents équipements. La deuxième technique, c'est d'avoir cette fois-ci un hardware, c'est-à-dire que je vais avoir un boîtier, un capteur, que je vais poser sur mon équipement et qui, là encore, via de l'intelligence artificielle, va pouvoir analyser, alors soit par des vibrations, soit par des signaux lumineux, enfin bref, les caractéristiques qui lui conviennent, et voir qu'il y a une anomalie dans les caractéristiques qu'il détecte. Et là-dessus, si vous voulez, il y a une start-up que j'aime beaucoup qui s'appelle H3 Dynamics, qui est basée à Singapour, c'est l'exemple qu'on voit à droite. Et eux, ce qu'ils ont utilisé, c'est un drone. Et en fait, ce que va faire le drone, c'est qu'il va aller analyser un bâtiment
et va pouvoir vous dire sur la surface de vos bâtiments les anomalies qu'il a détectées. Est-ce que par exemple il y a des fissures, est-ce qu'il y a des risques d'effondrement? Et là encore, on en revient à cette notion de complémentarité parce qu'en fait, c'est pas le drone in fine qui va décider de ce qu'il faut faire. Le drone va simplement donner un diagnostic au contrôleur technique et le contrôleur technique va in fine, à la fin, donner son avis. Mais le contrôleur technique a accès à toutes les informations. C'est-à-dire que si l'IA a décidé de vous dire c'est sur cet endroit que moi j'ai vu quelque chose qui ne va pas, le contrôleur technique, par son libre arbitre, peut dire ok, c'est intéressant, mais j'aimerais bien voir moi, d'autres données. Et ça, c'est une solution qui cartonne dans les pays et villes sismiques, comme en Amérique du Sud et à Tokyo par exemple. Évidemment, la barrière à l'entrée, on la connaît, c'est qu'il faut qu'il y ait une autorisation de vol de ces drones. Et ça, c'est clairement pas le cas à Paris ou même dans d'autres villes comme Montréal. Et puis l'exemple que j'ai mis juste après, c'est un exemple que j'aime, qui est intéressant, peut-être un peu moins pertinent à l'échelle d'un asset, mais en tout cas qui à l'échelle d'une ville nous dit beaucoup sur ce que sera la ville de demain et peut-être le citoyen de demain. C'est en fait, on le voit, si j'avais Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Bon, en gros, je vous spoil un peu la slide suivante, mais ce qu'on voit sur la slide d'après, c'est des travaux qui viennent du MIT Sensible City Lab. Ce qu'a fait le MIT Sensible City Lab, c'est qu'ils ont entraîné des smartphones à détecter des anomalies sur les vibrations des ponts. En gros, l'idée, c'est que vous allez pouvoir poser votre smartphone sur le cockpit de votre voiture et lorsque vous allez rouler sur un pont, votre smartphone va encaisser des vibrations et selon ces vibrations, il va pouvoir les diagnostiquer et vous dire là, à mon avis, le pont n'est pas bon, il risque d'y avoir un effondrement. Pourquoi c'est super puissant et super intéressant? Parce que ça veut dire que là, c'est vous, citoyens, qui êtes capable de participer au bien-être de votre ville, qui est capable de participer à la maintenance prévisionnelle des infrastructures et finalement, vous devenez ce qu'on appelle des capteurs vivants. C'est un terme, je crois qu'on reviendra dessus, mais qui est de plus en plus utilisé, de dire qu'on devient des capteurs vivants. Et évidemment, derrière, il y a des enjeux de gouvernance de données. Est-ce que ces données-là, je vais les vendre? Est-ce qu'en les fournissant à Vinci ou la ville, je vais avoir accès à certaines zones de la ville privilégiées? Enfin voilà, donc c'est pour vous dire que cette intelligence, on peut aussi la distribuer, soit parmi ses citoyens, soit parmi ses utilisateurs. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle parce que l'occasion est trop belle, mais pour avoir étudié un peu les stratégies Smart City des différentes villes, la ville de Jakarta, donc Jakarta c'est 10 millions d'habitants, elle mise totalement dans son marketing urbain sur cette notion de capteur humain, c'est-à-dire leur postulat, c'est de dire nous, on est une ville assez low-tech, on est moins avancé en termes technologiques que d'autres villes, que d'autres pays. Par contre, on a potentiellement 10 millions de capteurs qui circulent dans nos rues tous les jours. Et donc, en fait, on va miser à fond sur ce qui s'appelle le crowdsourcing pour récolter de la donnée auprès des habitants, les mettre à contribution pour capitaliser sur eux dans l'urban planning et dans l'optimisation de la ville. Je crois que l'exemple d'après, c'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est sur l'analyse de l'environnement bâti. C'est les travaux d'une doctorante au MIT qui s'appelle Ariana Salazar-Miranda, qui fait d'ailleurs partie de la communauté Urban AI, donc on en est assez fiers. En fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on a eu un raisonnement très fonctionnaliste à l'échelle de la ville et aussi à l'échelle d'un bâtiment. C'est-à-dire, notamment avec Le Corbusier, on s'est dit qu'on allait avoir des quartiers pour travailler, des quartiers pour se loger, des quartiers pour se cultiver. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a aussi reproduit à l'échelle des actifs immobiliers, puisqu'on s'est dit qu'on va avoir des salles pour se reposer, des salles pour sociabiliser, des salles pour travailler, etc. Ça, on a commencé à se rendre compte, en tout cas à l'échelle urbaine, qu'en fait, ça ne fonctionne pas, ça crée des villes morte-nées. C'est-à-dire que quand vous avez une ville qui est trop déterminée, qui est trop fonctionnaliste, elle n'a plus la capacité d'évoluer. Ce que fait Ariana, c'est que plutôt que d'encoder une fonction dans une architecture, elle propose d'encoder une valeur culturelle, qui en l'occurrence est l'ouverture culturelle. Alors, quelle a été sa recherche? Ça a été de dire, en fait, elle a analysé Barcelone entre 1998 et 2008, qui a été une période de forte immigration. Sur cette période-là, elle a utilisé de l'apprentissage non supervisé, qui est une forme d'intelligence artificielle, pour faire ressortir 8 typologies de bâtiments. C'est-à-dire que l'IA a analysé tous les bâtiments et a dit, OK, il y a en gros 8 types de bâtiments. Et ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a analysé chacun de ces bâtiments et elle a regardé quelle était l'évolution des migrants et des natives. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait des typologies de bâtiments qui se prêtaient plus à la ségrégation que d'autres et que d'autres typologies de bâtiments favorisaient la mixité culturelle. Et ça, pour moi, c'est extrêmement puissant parce que ça nous montre comment on va utiliser de l'intelligence artificielle pour avoir des bâtiments qui soient véritablement plus inclusifs. Et ça nous montre aussi une autre manière de faire la ville qui n'est plus du tout fonctionnaliste, mais qui est axée cette fois-ci sur des valeurs culturelles. Alors évidemment, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que d'autres civilisations, d'autres cultures pourraient l'utiliser à des fins contraires pour avoir des
bâtiments avec plus de ségrégation. Mais là, je trouve que c'est vraiment un exemple très beau, à mon avis, sur ce que peut faire l'IA à l'échelle d'un bâtiment. Le deuxième exemple, c'est sur l'analyse de l'environnement urbain. Donc là, on avait le bâti. On va un petit peu dézoomer. Vous avez une start-up à New York qui s'appelle Topos. En fait, ce que s'est dit Topos, c'est plutôt que de fonctionner par rapprochement géographique comme le font l'essentiel de nos cartes. C'est-à-dire que quand vous prenez la carte de New York, ce qui regroupe des quartiers en agglomération de quartiers et donc qui forment Brooklyn, le Bronx et Manhattan, c'est le fait que ce sont des quartiers proches géographiquement. Ça vous donne en fait assez peu de valeur sur ce que font véritablement et ce que sont ces quartiers. Ils ont proposé une analyse qu'ils ont appelée ontologique, presque même topologique, où ils ont voulu rapprocher les quartiers, non pas selon des paramètres géographiques, mais selon l'identité profonde de ces quartiers, donc des datas socio-économiques, des datas aussi géographiques, visuelles, etc. Et en analysant ces données, ils se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait refaire la carte de New York, où on aurait 5 nouveaux quartiers qui émergeraient, qui ne seraient pas forcément proches géographiquement. Là, on voit en vert, par exemple, qu'on a Manhattan, donc c'est un petit jeu de mots qu'ils ont fait avec Manhattan. La particularité de Manhattan, en fait, c'est que c'est un quartier vraiment Central Business District, quoi. En gros, vous avez tous les bâtiments commerciaux qui sont là, il n'y a que des bureaux. Ensuite, vous avez la partie en jaune, où là, ce serait plus un quartier qui est résidentiel, la partie en bleu qui est plus végétale, etc. Et pourquoi ces données, elles vont être extrêmement intéressantes, au-delà de vous donner des informations sur votre ville, c'est que quand vous êtes un acteur du retail et que vous avez envie de vous implanter dans un territoire, dans un quartier, vous avez besoin d'être sûr que vous allez toucher la bonne cible. Et pour être sûr que vous allez toucher la bonne cible, ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, c'est cette analyse topologique, ontologique, qu'ils ont complété avec quelque chose qu'ils appellent le collaborative filtering. Le collaborative filtering, c'est si vous avez Spotify, on va vous recommander des musiques. En fait, pour recommander des musiques, on a analysé votre profil de consommateur, on l'a rapproché de d'autres profils de consommateurs qui aiment les mêmes choses que vous. Et quand on se rend compte qu'eux aiment quelque chose, soit parce qu'ils l'écoutent beaucoup, soit parce qu'ils le like, on va vous recommander ces sons-là. Ils se sont rendus compte chez Topos qu'en fait, les acteurs immobiliers fonctionnent aussi par constellation. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un WeWork, en général, vous allez aussi avoir un acteur qui offre du bio, un acteur yoga, etc. Et donc, en combinant ces deux formes d'intelligence, collaborative filtering et machine learning, vous êtes capable d'optimiser finalement l'implantation de vos franchises, de vos nouveaux magasins. Et donc, derrière, il y a un enjeu qui est financier, économique, etc. C'est vraiment passionnant comme exemple. Moi, je ne peux pas m'empêcher de te challenger un peu avec mon regard, encore une fois, plus pragmatique d'investisseur. Ce qu'on observe, nous, le long de la chaîne de valeur de l'immobilier, c'est qu'il y a tellement d'acteurs différents que c'est extrêmement difficile de partager de la donnée entre eux. Là, tu vois, tu donnes l'exemple de cette start-up qui va vendre la donnée ensuite aux property developers, aux assureurs, aux retailers. Ça marche en théorie. Nous, ce qu'on observe dans la pratique, c'est qu'en fait, quand tu as un projet immobilier, il y a plein d'acteurs différents qui viennent se greffer dessus, qui ont tous une partie de l'information et qui ne sont pas forcément dans le temps enclins à collaborer. On le verra en détail sur Sidewalk Labs ensuite. Tu prends un projet immobilier donné, tu vas avoir les architectes, tu vas avoir le property developer, tu vas avoir l'asset manager, les locataires, ceux qui vont y habiter ensuite, les riverains. Tous ont une partie de l'information. En théorie, tous ont accès à une partie des datas, mais tous ne sont pas nécessairement enclins à les partager. Et nous, c'est ce qu'on observe d'un point de vue un peu plus business. On rêve d'avoir une plateforme qui vienne agréger toutes les données sur un actif immobilier afin d'être capable de mieux le valoriser. Mais à chaque fois qu'on regarde concrètement les solutions qu'on a, c'est souvent compliqué, c'est souvent challenging de s'adresser à tous ces acteurs extrêmement fragmentés et de rassembler de la donnée à partir de là. En fait, ce que tu dis, c'est évidemment totalement vrai. C'est ce qui fait que la ville est quelque chose de complexe parce que c'est multi-parties prenantes. Et en fait, la donnée urbaine, c'est une donnée qui est éminemment complexe parce que, comme tu le dis, dans la donnée urbaine, tous les acteurs vont intervenir. Il y a celui qui produit la donnée, il y a les individus qui sont parfois eux-mêmes la donnée, l'opérateur de mobilité, l'infrastructure digitale, etc., etc. Et donc, et d'ailleurs, quand vous prenez des secteurs comme le bâtiment, c'est intéressant, celui de la construction, on voit que la productivité du milieu de la construction est restée relativement stable depuis une vingtaine d'années parce qu'il y a beaucoup trop d'acteurs différents. Et donc, on n'arrive pas à faire ces économies d'échelle, on n'arrive pas à faire communiquer tous ces individus, et à l'échelle de la ville, c'est encore plus compliqué. Et donc, je pense que là, ce que tu dis, on touche un point sensible qui est comment est-ce que la donnée urbaine qui aujourd'hui est un point de friction, est un point de conflit, parce que c'est le cas quand vous regardez avec Uber, avec Waze, en fait, chacun se retranche derrière ces informations et ne veut pas les partager, et quand ils les partagent comme les villes, ils ont l'impression d'être pillés. Comment est-ce que plutôt que d'en faire un point de conflit, on en fait un point de rencontre
ou en tout cas un point économiquement exploitable à l'échelle d'un asset. Et ça, je pense que c'est le grand enjeu de demain, qui n'est pas technologique. Tout à fait, ouais. Alors l'autre cas d'usage, mais là qui est ultra classique, peut-être, je pense que vous le connaissez tous, c'est l'optimisation énergétique du bâtiment. C'est classique, mais c'est quand même efficace. On estime qu'en moyenne, en faisant de l'optimisation de votre bâtiment, on peut économiser de 30 à 50% sa consommation énergétique. Alors comment on y arrive ? Via deux méthodes qu'on peut parfois combiner. Soit en analysant les caractéristiques physiques de votre bâtiment, donc son isolation, son taux d'ensoleillement, etc. Et là, j'utilise du machine learning pour dire quand j'ai envie d'être à 23 degrés, je vais me mettre peut-être à 20 degrés pour plein de raisons, etc. Et du coup, il n'y a pas de perte sèche d'énergie, de chaleur, etc. Et la deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est évidemment l'analyse des usages. On le sait, un bâtiment, un bureau est occupé en moyenne que 50% de son temps. Donc, en combinant ces deux données-là, on peut faire de l'optimisation énergétique à l'échelle d'un bâtiment. Ça vous fait économiser entre 30 et 50% d'énergie. Il y a un incentive qui est très fort pour des raisons financières, pour des raisons écologiques aussi. Et là encore, par contre, il y a un problème d'interopérabilité, c'est-à-dire que comment est-ce que je fais communiquer mon système opérateur avec tous ces softwares, etc. Vas-y. Pour rebondir là-dessus, vu que tu me tends la perche, nous, on partage exactement le même constat que toi. C'est des solutions qui sont hyper matures d'un point de vue technologique, mais qui dit maturité technologique dit concurrence en fait. Et globalement, dans notre terrain de jeu, entre guillemets, l'Europe, on observe qu'il y a des grands players sur ce cas d'usage-là dans à peu près tous les pays. Ils ont souvent une proposition de valeur qui est purement technologique et c'est pas forcément la meilleure, à mon sens, c'est mon opinion. On se rend compte qu'un capteur, en fait, il faut toujours qu'il y ait de l'humain derrière parce qu'un capteur, ça doit se réparer, un capteur, ça doit se maintenir. Un capteur aussi, il faut en tirer les leçons de ce que va nous dire ce capteur. Et typiquement, un capteur de qualité de l'air, si jamais il suggère qu'il faut davantage ventiler, ouvrir les fenêtres, ce n'est pas le capteur qui va ventiler, ouvrir les fenêtres. Non, il n'y a pas non plus de robots qui sont capables de faire ça. C'est un humain qui doit faire ça aujourd'hui. Donc, il y a toujours des manques dans cette chaîne de proposition de valeur technologique. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on regarde ces sujets-là et on a, pour faire un peu la pub de notre dernier investissement, on a investi récemment dans une boîte qui s'appelle Mirai. Ça a été annoncé avant-hier d'ailleurs. Et donc qui se situe sur ce créneau-là du facility management, mais avec une proposition de valeur vraiment hybride entre humain et technologique. Donc par exemple, ils vont travailler avec des employés de ménage qui vont faire le ménage et qui vont aussi s'occuper de l'entretien des capteurs, de l'optimisation des capteurs et surtout de faire ce que les capteurs suggèrent à l'échelle du bâtiment. Ce qui permet d'avoir une proposition de valeur qui est double et surtout à partir de ce pas dans la porte qu'est le cleaning, on peut aller sur plein d'autres sujets ensuite, la qualité de l'air, le CO2, l'énergie monitoring, etc. Donc c'est un secteur qui est hyper mature, mais donc du coup très concurrentiel et il faut essayer toujours de trouver des go-to-market qui soient un peu ingénieux et qui te permettent aussi comme ça de passer d'un secteur donné, le cleaning, à une flopée de points d'accroche possibles au sein de l'espace de travail. Moi, j'aime beaucoup cet exemple parce que ça montre bien que la ville, c'est un fait social, c'est un fait qui est culturel et que, en fait, la technologie en elle-même, la brique technologie, finalement, c'est un tout petit point dans quelque chose de beaucoup plus global. Quand on veut vraiment intégrer une technologie, autour, il y a toute une constellation d'individus, un devoir aussi culturel qui doit être fait. Et là, ce que tu montres, c'est comment, de manière émergente, on arrive à aller vers une forme de symbiose, on arrive à aller vers une forme de complémentarité, dont on parlait tout à l'heure avec l'architecte augmenté. Et là, entre guillemets, en bas de la chaîne de valeur, économique en tout cas, sur l'IoT, même là, sur l'IoT, il y a besoin d'avoir ce travail en binôme de manière très intégrée. Je dirais que ce qui est nouveau avec Mirai, cette entreprise qu'on a financée, c'est que cette symbiose, cette complémentarité, elle est assumée dans la proposition de valeur, alors que souvent, en fait, les entreprises vont mettre en avant simplement le côté tech. Et alors, ah oui, pardon. Optimisation énergétique du bâtiment. Bon, là, c'est aussi assez intéressant. C'est cette histoire, peut-être, dont vous avez entendu parler de véhicule to grid, build to grid. En fait, c'est le fait que votre bâtiment, la première étape, c'est de l'optimiser énergétiquement. La deuxième étape, c'est peut-être même qu'il soit producteur d'énergie verte. C'est-à-dire que on peut mettre des panneaux solaires, on peut mettre plein de choses sur votre bâtiment de manière à ce qu'il puisse produire de l'énergie renouvelable. Le problème, c'est pas qu'on va d'être capable ou pas de produire l'énergie renouvelable, c'est de la délivrer au bon moment. Parce que évidemment, on est dans une société
qui est très normé au niveau d'un point de vue temporel. Et donc, si vous voulez, tout le monde consomme au même moment, tout le monde se déplace au même moment. Et donc là, on a le plus besoin d'énergie verte, on n'est pas capable de le produire. Et donc, ce qu'on pourrait faire avec l'idée du vehicle to grid et du building to grid, c'est que votre véhicule qui potentiellement a de l'énergie verte parce qu'il a été chargé le soir, ou votre bâtiment qui a un surplus d'énergie verte à un moment, je vais pouvoir le réinsérer dans votre réseau électrique pour pouvoir un peu proposer, in fine, plus d'énergie verte. Et c'est ce qu'a proposé, donc là c'est encore un projet immobilier que je trouve hyper intéressant, qui a été proposé par Ben Van Berkel, qui est le directeur, le fondateur du studio UN Studio. En fait, ce qu'on voit à droite, c'est un hub de mobilité. Parce que ce que veut faire Ben Van Berkel, c'est en gros environner Amsterdam de multiples hubs de mobilité. Vous déposez vos véhicules électriques et ensuite vous allez dans la ville en utilisant les transports publics via un service, mobility as a service, etc. Sauf que ce que nous dit Ben Van Berkel, c'est que non seulement ce seraient des hubs de mobilité, mais ce serait aussi des hubs énergétiques parce que vos véhicules qui sont garés la journée et qui se rechargent, ils peuvent aussi se décharger et fournir de l'électricité au moment où on aurait le plus besoin d'énergie verte. Et donc là encore, c'est un exemple très parlant de où l'IA urbaine est complètement pertinente parce qu'elle va être capable d'optimiser un système éminemment complexe. Je suis ravi parce qu'il nous reste pas mal de temps pour parler de Sidewalk Labs, qui est un sujet vraiment passionnant. Donc vas-y Hubert, je te laisse si tu veux la main pour introduire un peu le sujet et ensuite on en discute. Alors Sidewalk Labs, c'est hyper intéressant et c'est révélateur de beaucoup des problèmes et des enjeux autour de l'IA urbaine à l'échelle du bâtiment et de la ville. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Google a une filiale immobilière qui s'appelle donc Sidewalk Labs, qui a été missionnée il y a 4 ans pour rénover tout un quartier de Toronto. Et donc Sidewalk Labs est arrivé sur le papier avec tout un tas d'innovations qui pour la plupart reprennent ce que je viens de vous dire de manière encore plus intégrée. C'est-à-dire que vraiment il y avait cette volonté et même d'intégrer aussi du low-tech. Donc il y avait cette idée d'avoir des quartiers qui sont circulaires, d'avoir plus d'énergie renouvelable, d'avoir une mobilité augmentée, de l'analyse de flux, des capteurs humains, etc., etc. À la fin, on avait un projet qui était inclusif, qui était économiquement dynamique et qui était technologiquement abouti. Pourtant, l'année dernière, le projet est soudainement arrêté. Alors, ce que dit le communiqué de presse, c'est qu'à cause du Covid, ça devenait extrêmement compliqué de continuer le projet. La réalité, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'opposition citoyenne et que les citoyens ne voulaient pas du projet Sidewalk Labs. Et là, on en revient à dire que la ville, c'est un fait social, que la ville, c'est quelque chose de culturel, c'est l'incarnation d'un contrat social, et que si on n'arrive pas à embarquer des individus, des citoyens, une communauté dans un projet, ça ne fonctionne pas. Et pour moi, j'irais même encore plus loin. À mon avis, c'est représentatif d'un échec du concept de la Smart City. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai fait un tour du monde comme Dimitri de la Smart City, et pendant ce tour du monde, je me suis rendu compte qu'en fait on ne sait pas faire des villes intelligentes, on ne sait pas utiliser des technologies pour vraiment les villes. Vous avez plein d'exemples dans le monde, Sidewalk Lab à Toronto, la police de Los Angeles qui avait utilisé de la police prédictive, un peu comme dans Minority Report. Sur le papier, c'était super intéressant. Dans les faits, ça crée encore plus de conflits parce qu'il y avait des révoltes. C'est des révoltes parce que les quartiers défavorisés sont encore plus oppressés, ils se sentent encore plus oppressés, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire et donc ils sont opprimés et donc ils s'opposent à la police. Donc ça c'est classique quand vous utilisez des technologies, le mal qu'on voulait éviter se retourne contre vous. C'est pour ça que Bernard Stiegler parlait de pharmacon parfois. Et c'est aussi vrai alors à Songdo, c'est aussi vrai à Masdar. Et donc à partir de là, on peut se dire pourquoi est-ce que ce concept de la Smart City, qui est très attrayant, qui attire beaucoup de capitaux, qui financièrement est très attractif, ne fonctionne pas dans la réalité. C'est la question que nous, on a essayé de se poser chez Urban AI. Et la réponse qu'on a essayé d'apporter, c'est de dire que finalement, ce que propose la Smart City, vous trouverez plein de définitions. C'est extrêmement dur de vraiment bien définir la Smart City. Mais en gros, on utilise des technologies pour augmenter la qualité de vie des citoyens en réduisant le coût des acteurs urbains. Jusque-là, ça paraît bien, pas de problème. Sauf qu'en fait, comment est-ce qu'on mesure la qualité de vie des citoyens quand vous allez dans le fond ? On la mesure en quantifiant le nombre de biens et services urbains auxquels ils ont accès. C'est-à-dire qu'un citoyen heureux, c'est un citoyen qui a accès à beaucoup d'amenities, qui a accès à beaucoup d'infrastructures, de biens et services urbains.
Et donc, quand on va au bout de cette logique, c'est-à-dire que votre smart city, c'est une ville qui va optimiser le marché urbain, qui va optimiser votre ville, qui va rendre une ville efficiente. Et en fait, les gens ne sont pas faits pour de la suroptimisation et ne sont pas faits pour de l'efficience. Un exemple juste très rapide que je trouve hyper parlant, que je pense que tu connais, qui nous vient du livre The Smart Unearthed City, qui a été écrit par un chercheur du MIT. En fait, ce chercheur du MIT raconte qu'ils étaient en train de travailler sur des simulations de mobilité autonome. Et vous savez, c'est le cas d'usage classique, c'est vous avez une intersection et vous voyez en simulation les voitures autonomes qui s'effleurent. Alors c'est passionnant, c'est super intéressant, on adore parce qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de congestion, ça c'est le rêve vraiment de tous les décideurs publics, il n'y a pas de pollution de l'air, enfin bref, tout est parfait. Sauf que quand le scientifique montre ça aux décideurs publics de Boston, la première réaction du décideur public, c'est de dire « J'aime beaucoup ce que vous faites, c'est très intéressant, mais où sont les êtres humains là-dedans ? Il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Ouais. » Et ça montre qu'en fait, la ville, la Smart City, quand elle arrive à son paroxysme et qu'elle se réalise, c'est une ville par définition dans laquelle il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'être humain. Et vous allez dans des ports chinois qui sont suroptimisés, qui sont ultra smart, les êtres humains sont bannis de ce territoire, littéralement, ils n'ont pas le droit de rentrer dedans. Vous allez dans des entrepôts d'Amazon, les êtres humains n'ont pas le droit de rentrer dedans. Et donc, et nous, ce qu'on propose chez Urban AI, c'est vraiment de renverser ce paradigme, finalement. C'est de dire, est-ce que plutôt que d'essayer de faire des villes intelligentes, on n'essaierait pas de faire des technologies qui soient urbaines ? Et alors attends, je te laisse la parole parce que je sais que tu as envie de réagir. Ouais. J'en meurs d'envie en effet. Enfin, on va creuser tout ce que ça signifie urbaniser la technologie et les exemples que tu as derrière. Je voudrais juste quand même faire un petit commentaire sur Sidewalk Labs parce que j'ai aussi pas mal étudié le projet. J'y suis allé moi à Toronto au moment où il y avait des débats justement sur ce projet. J'ai participé aux délibérations citoyennes. Je me suis retrouvé dans une salle avec l'aménageur public Waterfront Toronto, avec les riverains, avec Sidewalk Labs, et tout le monde discutait, tout le monde débattait autour du projet. Et je pense que ton diagnostic est le bon en effet. J'ajouterais simplement le fait que, en fait, en termes de technologie, il faut se rappeler que, certes, c'était un projet qui était extrêmement innovant, mais il n'y avait aucune technologie qui n'existait pas ailleurs. Ce qu'a fait Sidewalk Labs, c'est qu'ils ont rassemblé énormément de technologies qui existent ailleurs dans un même endroit, dans un même quartier. Mais en soi, pour être allé aussi dans les pays du Nord, il y a énormément d'initiatives similaires à certaines des briques technologiques qu'on retrouvait dans la proposition de valeur de Sidewalk Labs. Ce qui n'a pas allé chez Sidewalk Labs, c'est simplement que l'entreprise mère de Sidewalk, c'était une certaine Alphabet, et donc l'entreprise sœur de Sidewalk Labs, c'était un certain Google. Et donc, à proposition de valeurs technologiques équivalentes, il y a eu une sorte de holà de la population parce qu'ils voulaient pas, ils avaient l'impression que Google allait obtenir les clés de leur ville. Et je pense que la leçon à tirer, et d'ailleurs Toronto l'a un peu tiré, on a un peu étudié ça, la leçon à tirer pour la ville, c'est comment à partir d'une technologie, à partir de ce concept de Smart City, faire de la pédagogie, être capable d'expliquer aux citadins ce que ça représente pour lui. Et typiquement, Toronto, suite au fiasco Sidewalk Labs, a réagi en lançant un programme qui est beaucoup moins médiatisé évidemment parce qu'il n'y a pas le grand méchant Google dedans, mais qui s'appelle Connected Communities. Donc c'est une initiative publique et l'idée en fait c'est de dire ok bon, Sidewalk Labs ça n'a pas marché, maintenant on va réfléchir ensemble. Et donc de former les citadins, de créer des sortes d'assemblées citoyennes qui soient compétentes sur les enjeux technologiques pour que le prochain projet de cette ampleur-là, le prochain acteur privé qui arrive avec une proposition de valeur technologique, eh bien, il est son répondant avec des citadins en face qui soient éclairés, qui soient aiguisés sur ces questions-là et qui puissent du coup émettre un esprit critique mais sans tomber dans le préjugé et dans en fait le fantasme. Et en fait, ce que tu dis, ça montre en effet l'importance de faire ce travail pédagogique auprès des citoyens qui est extrêmement compliqué parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Quand on dit intelligence artificielle, une étude de PwC montrait que dans 50% des cas, on pense à Terminator. Donc, si vous voulez, à partir de là, il y a un vrai enjeu de faire ce travail d'acculturation. Et aussi, ce que tu dis par rapport à Sidewalk Lab, ça montre que la ville, c'est foncièrement un contrat social. La ville, c'est un espace public. Et quand on veut privatiser cet espace public, en voulant privatiser la donnée urbaine, qui est en fait une émanation de cette ville, qui est une forme de jumeau de cette ville, et naturellement, on rencontre des oppositions. Et c'est justement pour ça que nous, on a proposé cet appel à urbaniser la technologie. Alors, urbaniser la technologie, c'est un bien grand mot. Ça veut dire quoi ? En gros, ça veut juste dire
plutôt que d'avoir des villes qui s'alignent sur le paradigme du software, de l'algorithmique, de l'hardware, essayons de faire de l'inverse et d'avoir des technologies qui s'inspirent de l'urbain, qui est quand même la meilleure invention qu'on ait fait pour habiter la Terre. Et donc, ce qu'on essaye de dire, c'est essayons de promouvoir des qualités foncièrement urbaines lorsqu'on conçoit une technologie. Un exemple concret, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une ville, c'est l'incarnation d'un contrat social. Avant même d'être un marché économique, avant même d'être un espace de travail, c'est des gens qui vivent ensemble. Et donc, qui ont accepté de partager des infrastructures, qui ont accepté de partager une vie. Et donc, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que si on veut développer une intelligence artificielle urbaine, si on veut développer des technologies dans ces villes, il faut elles-mêmes qu'elles émanent d'un contrat social. Et c'est ce qu'a très bien compris Boston. Ils ont fait un projet que je trouve génial, ça s'appelle Go Boston 2030. L'idée de Go Boston 2030, c'est qu'ils ont réuni autour de la table toutes les parties prenantes de la ville, c'est-à-dire des citoyens, le BCG, donc des grands acteurs aussi économiques, des startups, le MIT, des acteurs académiques, etc. Et ensemble, ils ont fait des ateliers délibératifs pour essayer de définir communément une vision pour la mobilité à horizon 2030. Il y avait un travail pédagogique sur les enjeux de mobilité autonome, de mobilité augmentée. Et ce qui est ressorti à la fin de la synthèse de ces rencontres, c'est que ce dont voulaient les citoyens de Boston, en tout cas, c'est pas qu'il y ait des infrastructures connectées, c'est pas qu'il y ait des voitures autonomes de niveau 5 ou de niveau 4, le fameux débat qu'il y a entre plusieurs startups. Ce qu'ils voulaient, c'est que leurs enfants soient en sécurité. Ça, c'était leur première préoccupation. Ils voulaient qu'il y ait moins de trafic, ils voulaient qu'il y ait plus de verdure, ils voulaient qu'il y ait moins de pollution. En fait, ils voulaient vivre tout simplement dans leur ville. Et ce que fait ensuite Go Boston 2030, c'est qu'ils vont utiliser ces guidelines comme cahier des charges pour les startups qui voudront déployer des solutions de mobilité augmentée ou autonome dans leur ville. Et ça, à mon avis, c'est ce vers quoi on doit aller, c'est-à-dire vraiment articuler des contrats sociaux autour des technologies et prendre conscience qu'une technologie, c'est pas que pour des designers et des développeurs, surtout quand on parle de ville, qu'on a besoin de sociabiliser, d'urbaniser cette technologie. Là-dessus, un commentaire, je pense qu'un enjeu clé, c'est aussi de maintenir ces efforts dans le temps et de pérenniser ces efforts. C'est pas toujours le cas. Nous, on a étudié plein de projets Smart City, en fait, qui 5 ans après sont totalement à l'abandon parce que la mode de la Smart City est passée, parce qu'il y a eu un changement aussi au sein de la municipalité. Donc le temps de la ville, il est hyper rapide. Pourtant, le temps de déploiement et le temps d'évangélisation dont on parlait tout à l'heure et le temps d'acclimatation d'une population à une technologie, il est hyper lent. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour synchroniser un peu ces deux espaces-temps et faire en sorte que une stratégie comme ça, une impulsion, elle puisse ruisseler et avoir vraiment des conséquences dans les 10, 15, 20 prochaines années. Une ville qui est vraiment modèle là-dessus, c'est la ville de Vienne, qui a créé en plus de publier des stratégies Smart City, ça toutes les villes le font, toutes les grosses villes le font. Ce qu'ils font à Vienne, c'est qu'ils ont mis en place un framework qui implique les citoyens pour évaluer ces stratégies qui sont publiées à horizon 5 ans, à horizon 10 ans et faire des boucles de rétroaction. Donc on n'a pas un énième plan qui est publié tous les 5 ans, mais en fait on a un seul plan qui s'enrichit avec le temps grâce au feedback des citoyens. Et ça, c'est hyper innovant parce que la plupart des villes en fait, vont d'impulsion en impulsion au gré des mandats électoraux en fait. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce que tu dis, ça montre qu'on rajoute de l'inefficacité. Donc, c'est anti-smart city, ça va pas vite, etc. Mais c'est nécessaire. C'est ce qu'un scientifique qui s'appelle Eric Gordon a appelé meaningful inefficiencies. Je trouve ça super beau. C'est des inefficacités porteuses de sens. En fait, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, quoi. Alors, le deuxième exemple, pour encore vous donner une idée, qu'est-ce que ça veut dire d'urbaniser la technologie. Moi, j'adore parler des capteurs parce que je trouve qu'en fait, on ne sait pas designer des capteurs. On arrive, c'est économiquement, c'est rentable. Il y a une baisse, ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a une baisse du coût moyen des capteurs. Mais en fait, c'est fondamentalement anti-urbain et anti-humaniste. Là, je vous ai mis plusieurs exemples de capteurs. Ce sont des caméras de surveillance, des capteurs de captation de la pollution de l'air. En bas à gauche, vous avez des beacons. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et en bas à droite, alors c'est à égalité avec votre smartphone. Le meilleur capteur qu'on a inventé à égalité avec votre smartphone, c'est votre carte de crédit. Ça, c'est génial. On peut savoir si vous êtes enceinte avant que vous le sachiez vous-même. Enfin, on peut savoir plein de choses sur vous. Le problème de tous ces capteurs, c'est que en fait, on ne les voit pas. Ils sont invisibles. Et c'est même pas forcément pour des raisons mauvaises. C'est juste que c'est économiquement rentable de faire le design le moins visible possible, en fait, le plus économe. Et donc, à la fin,
on se retrouve sur des technologies qui sont alignées sur ce que Michel Foucault appelait un panoptique. L'idée du panoptique, c'est une architecture carcérale qui avait été inventée au 19e siècle. Si vous voulez, à un moment, il y avait beaucoup trop de prisonniers et pas assez de geôliers. On se demandait comment est-ce qu'on va faire pour surveiller tous ces prisonniers avec un nombre minimum de geôliers. C'est un utilitariste qui a inventé ça, hein, donc on est vraiment dans un débat très rationnel. Et ce qu'avait inventé Jérémy Bensam, c'était une forme d'architecture carcérale, un mirador, qui était opaque. C'est-à-dire que le geôlier voyait à n'importe quel moment les prisonniers, mais les prisonniers ne voyaient pas quand ils étaient vus. Et en fait, c'était hyper puissant parce que du coup, le geôlier intériorisait le système de surveillance. Hannah Arendt, elle a aussi allé dans cette logique-là en disant que Dieu, alors qu'il n'existe ou qu'il n'existe pas, le système du paradis et de l'enfer, c'est un formidable système de régulation des mœurs et des individus. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que les technologies, et en particulier les capteurs, fonctionnent exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'ils vous voient et vous ne les voyez pas, et d'ailleurs, vous ne savez même pas ce qu'ils voient de vous et ce qu'ils savent de vous. Et donc évidemment ça pose les problèmes qu'on a vus à Sidewalk Labs, c'est-à-dire qu'à Toronto les gens sont mais limite paniqués. La solution qu'avait proposée Sidewalk Labs, qui est encore plus anxiogène je trouve, c'était de mettre des post-it en disant aux gens les données qu'on allait récolter sur vous. Là vous rentrez dans une zone où on va capter vos sourires, on va capter la météo, etc. Et ça, c'est extrêmement anti-urbain. Si juste on fait l'effort d'aller dans le sens opposé et d'urbaniser ces capteurs, on verrait que plutôt que d'avoir des capteurs, on aurait ce que nous, on aime à appeler des interfaces sensibles. C'est-à-dire que ces capteurs, ce seraient des points de rencontre entre la donnée qui capte et les individus. Toutes ces mêmes données-là, plutôt que de les garder de manière opaque et de les redistribuer à des centres d'experts, on pourrait tout simplement les afficher. On pourrait même faire un storytelling autour de ça. Bref, on pourrait l'incarner, soit en sollicitant votre vue, soit en sollicitant plein d'autres sens. Et on aurait plus problème de panoptique, de technologie panoptique. Et puis deux, on a une technologie qui devient urbaine car créatrice de liens sociaux. Et même c'est une technologie qui est porteuse de sens, qui vous dit quelque chose sur votre ville, ce qui est le propre d'une ville. Hein. Vous baladez dans une ville, elle ne fait que vous parler cette ville. Soit votre histoire personnelle, elle vous dit tiens, c'est là que vous avez embrassé votre premier petit ami ou votre première petite amie, soit des histoires un peu plus grandiloquentes sur la Révolution française, etc. Et ces capteurs-là, ils devraient être éloquents, ils devraient nous dire quelque chose plutôt que prendre des choses sur nous. Je crois que la slide d'après, c'est des exemples d'interfaces sensibles. Hein, c'est des choses... alors voilà, là, c'est surveiller et punir. À droite, c'est le panoptique dont je vous parlais. Et... alors, ça, c'est aussi un autre problème. Il y a beaucoup de problèmes avec la Smart City. L'un des autres problèmes sur la modalité d'interaction entre une Smart City et un individu, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, tous les services et biens urbains auxquels vous avez accès de manière augmentée grâce à l'intelligence artificielle, c'est grâce à votre smartphone. C'est-à-dire que si vous voulez commander à manger, vous allez utiliser votre smartphone. Si vous voulez commander un VTC, vous utilisez votre smartphone. Même d'ailleurs, à l'échelle d'un bâtiment, quand vous voulez faire remonter un problème, vous utilisez votre smartphone. Vous voulez trouver votre chemin, vous utilisez un smartphone. Et en fait, ça, c'est aussi une absurdité qui est anti-urbaine parce que ça crée ce qu'on appelle des zombies. C'est un vrai phénomène. Hein. Je pense que de notre vécu, on le voit tous, ces zombies, quand on regarde, là, on en voit aussi d'ailleurs, quand on regarde autour de nous, quand on regarde derrière nous, quand on regarde dans les transports en commun. Et c'est si grave que dans des villes comme Séoul, qui ont un taux de pénétration de 98% du smartphone, la ville de Séoul a été obligée de mettre des infrastructures lumineuses pour dire aux piétons, attention, il y a des voitures autour de vous parce qu'il y a eu des accidents. Et cette notion d'interface sensible dont je vous parlais tout à l'heure, elle propose aussi de redistribuer l'intelligence dans notre environnement plutôt que de la concentrer dans le creux de notre main, ce qui est vraiment une parenthèse de l'histoire. Et même une parenthèse de l'histoire presque naturelle. Hein. C'est-à-dire que normalement, quand vous regardez quelque chose, ça vous donne des indications sur cet individu, sur cet être humain, hein, que ce soit quand vous voyez un chien qui va montrer ses dents, vous comprenez qu'il ne faut pas que vous restiez dans le coin. Enfin, il y a une forme d'alignement entre ce que vous voyez et ce que ça dit de vous. Et ça, cet alignement, on l'a brisé au profit d'une opacité totale et on n'a plus accès à ces informations. Là, c'est des exemples d'interfaces. Alors, pour la petite anecdote, en fait, la SNCF avait travaillé sur ces idées d'interface sensible avec le MIT Sensible City Lab parce que vous avez aussi un intérêt qui est économique et financier. Quand vous distribuez l'information autour de vous, en tout cas, c'est ce que pensent ardemment les économistes urbains, c'est que quand vous distribuez l'information, vous encouragez la rationalité et donc à la fin, vous permettez d'avoir une ville qui est plus efficiente. Et donc ce qu'avait proposé le MIT, c'était de distribuer dans la gare des informations pour trouver son chemin, pour trouver un ami, etc., etc. Si ça vous intéresse, je vous encourage à regarder les travaux de Marius Hartmann avec 2 N, qui est un sociologue danois. Un petit complément là-dessus, il va falloir pas qu'on tarde à conclure, mais
l'art peut aussi jouer un rôle dans l'urbanisation de la technologie. Nous, c'est un truc qu'on a étudié en Estonie, pas à Tallinn, qui est la capitale, mais dans la deuxième plus grande ville qui s'appelle Tartu. Pour la faire courte, la ville de Tartu a mis en place un projet d'optimisation énergétique de plein de bâtiments au sein de la ville. Et elle s'est rendue compte que les habitants ne comprenaient pas la valeur de ces technologies, ne comprenaient pas ce que ça changeait dans leur quotidien. Donc comment est-ce qu'ils ont fait pour rendre ça un peu plus tangible, un peu plus visible pour les habitants? Ils ont fait bosser des artistes. Tous les bâtiments qui ont été sélectionnés pour être rénovés énergétiquement, avec donc les smart grids, avec des smart meters et tout, certaines des technos dont on a parlé aujourd'hui, eh bien ils ont fait travailler des artistes qui ont refait les fresques, les façades de ces bâtiments en mettant des fresques de street art. Ce qui fait que quand vous vous baladez dans le quartier en question, vous êtes capable d'identifier hyper facilement, hyper rapidement les 20 bâtiments qui ont été concernés par le programme de revitalisation, et ça crée une sorte de compétition aussi au sein du quartier entre ceux dont les bâtiments ont été rénovés et ont eu la prime, ceux dont c'est pas le cas, etc. Donc c'est une émulation qui est hyper positive et je pense que ça rejoint un peu ce propos-là. C'est exactement la même idée, ouais. Je crois que le dernier exemple, très très rapidement, quand on parle d'urbaniser la technologie, alors là c'est un travail qu'on avait fait avec l'école de design de Nantes. En fait, pareil, on avait dit plutôt que ces informations, ces données sur la Loire qu'on a, qui sont des données sur le niveau de la Loire, sur la pollution de la Loire, etc., plutôt que de les donner simplement à des experts, pourquoi pas les distribuer à la population. Et donc là, sur le miroir d'eau de Nantes, ils avaient proposé une bulle, et chaque bulle, de manière très intuitive, représentait une donnée en temps réel de la Loire. Et en plus, ça donne quelque chose d'assez poétique, vecteur de lien social, d'inclusif, pas besoin d'avoir votre smartphone. Enfin, c'est vraiment un exemple que j'aime beaucoup. Ici, peut-être on a un peu de temps pour terminer. Ouais, 1 minute. 1 minute 1 minute, ça va être... Alors, pour finir, un dernier exemple, parce que concrètement, comment on peut urbaniser la technologie aussi. On a vu par rapport aux données, on s'est intéressé ensuite aux capteurs, maintenant on peut s'intéresser aux algorithmes. Vous savez, si quand vous allez sur les réseaux sociaux, en fait, dans une logique d'optimisation, on va identifier votre profil, on va faire ce qu'on appelle une psychographie, et en fonction de votre profil, on va vous montrer du contenu que vous êtes susceptible d'aimer, avec lequel vous allez interagir, etc. etc. Ça, c'est extrêmement mauvais, déjà à l'échelle individuelle, parce que vous n'avez plus la possibilité d'évoluer, on vous enferme dans qui vous êtes, et aussi parce qu'à l'échelle sociétale, ça polarise les sociétés. Et ça, on le voit, il y a un documentaire sur Netflix qui l'a très bien montré, qui s'appelle « Derrière nos écrans de miroir » en français. Et ce qui est intéressant, c'est que là encore, la ville nous offre une solution assez intéressante pour faire des réseaux sociaux et un digital alternatif plus humain. Si vous voulez, dans la ville, ce qui fait vraiment la force aussi d'une ville, c'est que c'est une terre d'opportunités. C'est que vous avez cette possibilité de flâner. Et quand vous prenez certains urbanistes et philosophes comme Guy Debord, la flânerie, c'est même ce qui fait l'essence d'une ville. Et si on essaye d'extraire ce principe et de l'appliquer au monde digital, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez flâner véritablement sur Internet plutôt que d'être enfermé dans des chambres d'écho. Et un algorithme flâneur, ce serait quoi? Ce serait un algorithme qui serait volontairement sous-optimisé et qui parfois vous montrait du contenu avec lequel vous êtes en contradiction, du contenu que vous n'allez pas aimer, des personnes que vous n'aimez pas, mais ça vous challenge justement et ça vous donne la possibilité, comme le disait très bien Nietzsche, pas simplement d'être qui vous êtes, mais de devenir qui vous êtes. Et ça, à mon avis, c'est là encore l'une des forces de cette idée d'urbaniser la technologie. Oui, alors dans le milieu de l'urbain, de manière plus pragmatique aussi, il y a une start-up qui s'appelle, un think tank qui s'appelle Hérétique, qui a proposé en fait une sorte d'algorithme flâneur. C'est Dérive, c'est ce qu'on voit à droite. L'idée de Dérive, c'est qu'on vous montre pas un itinéraire optimisé pour aller du point A à un point B, où en fait on vous referme le champ des possibles. On vous montre simplement une direction et à vous ensuite de tracer votre route, de tracer votre chemin. Alors c'est sous-optimal parce que forcément il y a des chances que vous vous perdiez, mais ça fait aussi partie de ce qui fait une ville, la beauté d'une ville, de se perdre, donc c'est pas si grave finalement. On est arrivé au bout. Merci beaucoup de votre écoute. On a parlé de plein de sujets différents, intelligence artificielle beaucoup, generative design, property management, investissement un peu, et puis d'urbanisation de la technologie. C'était passionnant. Merci beaucoup Hubert, et j'espère qu'on se refera ça bientôt. Merci à toi Dimitri.